Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire inédit, le Talk and Act. On va démarrer dans une petite trentaine de secondes. Installez-vous, prenez un bon café et chacun va pouvoir se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc vous avez le sujet sous les yeux, Talk and Act, créer de la valeur à partir de vos valeurs, et on va se livrer, surtout Céline Laboune qui va se présenter juste après, à un challenge inédit en live. Allez, on fait commencer, monter le nombre de participants et on démarre dans 10 secondes. Et Laure, tu as réussi à nous rejoindre, donc tu es par téléphone, mais c'est parfait. Ça va fonctionner. Oui, voilà, j'ai trouvé, bonjour à tous, j'ai trouvé un autre moyen de vous rejoindre. Parfait. Merci beaucoup, Laure. Allez, du coup, on démarre, parce que bon, un challenge inédit, si on ne commence pas tout de suite, c'est pas drôle. J'ai le plaisir d'être accompagnée lors de ce Talk and Act inédit par 4 intervenants d'exception. Pour me présenter rapidement et leur laisser la parole à chacun. Donc, bonjour, je m'appelle Laure Domingo, je suis directrice conseil au sein d'Hack4Skills. Hack4Skills, c'est l'agence conseil en développement et en communication RH du groupe Actual. Et effectivement, on va se prêter à un jeu et un challenge inédit avec 4 intervenants de taille. Notamment, je suis aux côtés de Céline Labaume. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Céline Laboune, je suis consultante en développement RH au sein de l'agence A4S ou Hack4Skills qui présente ce webinaire aujourd'hui. J'ai plusieurs spécialités. La première, c'est les référentiels de compétences, donc la construction de référentiels de compétences, notamment les compétences comportementales. La deuxième, c'est la construction d'assessment center, ce qui rejoint la première puisqu'on va évaluer les personnes sur leurs compétences par des mises en situation et des constructions de journées d'évaluation complètes. Et puis la troisième, c'est la psychométrie, donc tout ce qui relève des traits psychologiques ou des questionnaires de personnalité. Parfait, merci Céline. Et c'est toi qui vas présenter. Alors depuis 15 ans sur ces métiers et depuis bientôt 7 ans chez CCLD puis Hack4Skills. Top, merci Céline. Et nous avons aussi le privilège et l'honneur d'être accompagnés par des entreprises, et notamment Yann, qui est directeur de la transformation au sein du groupe. Merci Laure, bonjour à toutes et à tous. Yann Souget, oui, j'ai dirigé pendant près de 10 ans le cabinet CCLD, cabinet que nous avons adossé au groupe Actual en 2020 et dont je suis depuis quelques mois le directeur de la transformation. Actual, c'est un acteur majeur de l'emploi et des compétences. Nous militons au quotidien avec nos 4200 collaborateurs présents partout en France pour aider les centaines de milliers de personnes que nous accompagnons au quotidien dans les recherches d'emploi pour qu'ils puissent trouver un travail choisi. Et on le fait à travers 4 grandes verticales de métiers pour justement servir ces parcours sans couture sur l'emploi et les compétences. Les activités de travail temporaire, évidemment, les activités de recrutement et de conseil RH, les activités d'accompagnement professionnel et puis également des activités de formation. Parfait, merci Yann. Et tu es aussi avec Laure Lanvin. Alors du coup, je ne sais pas si la connexion va être bonne, mais Laure, je te laisse te présenter. Oui, merci Laure. Donc, Laure Lanvin, je suis DRH au sein du groupe Actual. Moi, j'occupe des fonctions de DRH généraliste depuis une vingtaine d'années. J'ai rejoint le groupe Actual il y a 3 ans et j'accompagne les directeurs, dirigeants opérationnels sur toutes les problématiques RH qu'ils peuvent rencontrer au sein de notre famille spécialisée dans le travail temporaire. Très bien, merci Laure. Alors le son n'est pas super, mais on a compris, merci pour ta présentation. Et nous avons aussi je vois le bonheur d'accueillir Pauline. Pauline, je te laisse te présenter et on démarre tout de suite après. Bien, bonjour à tous. Donc Pauline Santanac. Je suis dans les ressources humaines pour ma part depuis bientôt une quinzaine d'années. J'ai à peu près fait 5 ans dans des cabinets en tant que consultante RH et recrutement et 8 ans environ dans des entreprises, donc côté plutôt employeur, dans quelques gros groupes. Et depuis 3 ans aujourd'hui, je suis responsable développement RH chez Opéra Énergie, où du coup j'assume un petit peu toutes les responsabilités de la sphère développement RH, stratégie RH, dans cette entreprise qui connaît une très forte croissance. Et notre cœur de métier est le courtage et
le conseil en achat d'énergie auprès des entreprises et des collectivités, mais également l'accompagnement à la transition énergétique de ces entreprises-là, ce qui explique également qu'on connaisse une croissance assez soutenue depuis la création de l'entreprise, mais notamment depuis que j'y suis. Et mon rôle est donc d'accompagner toute cette croissance-là, tant côté business que côté collaborateurs et RH. Parfait, merci Pauline. Vraiment, on est ravis avec Céline de vous accueillir tous les trois. On va démarrer comme tout talk inédit, sans trop s'attarder, par vraiment des sujets liés aux compétences, pourquoi on est là, et ensuite on aura le plaisir de vous faire livrer vos expériences et vos partages d'expériences par rapport au sujet qui nous rassemble. Vous avez un chat en bas à droite, n'hésitez pas pour toutes vos questions. En plus d'animer, je gère la modération, donc s'il y a des questions, posez-les, et je les poserai à nos invités et également à Céline. Alors, on se parle de quoi quand on parle de créer de la valeur à partir de la valeur? On se parle de l'engagement. L'engagement, c'est une recette qu'on défend au sein d'Act4Skills et notamment au sein du groupe Actual qui repose sur 3 ingrédients. Le premier, c'est une marque employeur impactante et congruente. Le deuxième, c'est un système d'évaluation et d'évolution juste et adapté à l'ADN de l'entreprise, de votre entreprise. C'est ce dont on va parler vraiment aujourd'hui. Et le troisième ingrédient, c'est le management, donc des leaders, des managers en capacité de créer toutes les conditions de réussite pour que chacun se sente engagé là où il peut se faire plaisir et réussir. Ok. Du coup, Céline, on se partage ce constat depuis un petit moment maintenant. C'est une étude Gallup qui le dit. 7% des salariés français se disent engagés au travail. Wow. Alors, c'est un chiffre qui crée toujours la surprise quand on le partage dans les entreprises. Et pour autant, les personnes à qui on en parle vont le raccrocher rapidement à des choses de leur quotidien, à des attitudes, à des comportements qu'elles constatent, sans forcément avoir d'outils ou de pistes pour changer les choses. Et c'est là qu'on leur propose d'intervenir par rapport à ce qu'on connaît, nous, de la recette de l'engagement, tout en tenant compte de la diversité des activités ou des personnes. Mais il y a quand même des grandes lignes qui se retrouvent, qui sont la recette pour que les personnes, les collaborateurs soient plus engagés dans leur mission. Tout à fait. On sait aussi, tu l'as dit, qu'on n'a pas beaucoup de solutions pour pouvoir mesurer cet engagement, mais pour autant, dans le dernier magazine Repère qui a été publié par le cabinet CCLD et le groupe Actual, les RH nous indiquent à 98% que c'est leur priorité du moment, la priorité de l'année 2024, puisqu'ils nous disent suivre à 98%, c'est presque 100, suivre le taux de turnover sur ce premier semestre. Et on le comprend bien puisque le taux de turnover, c'est quelque chose qui va impacter très fortement l'activité, évidemment, avec plein de conséquences et qui sont pas uniquement des conséquences où il faut reformer des personnes, où il faut recruter des personnes, mais il y a aussi des vagues de conséquences qui sont le moral de l'équipe qui reste quand d'autres personnes s'en vont, etc. Et donc voilà, les RH sont très soucieux de trouver des solutions par rapport à ces pourcentages qui sont quand même assez surprenants. Et ce en quoi on croit, en tout cas ce qu'on va tâcher aussi de partager dans vos expériences respectives à chacun de nos intervenants, c'est vraiment que le monde du travail, c'est aussi ce que le manifeste du groupe Actual, c'est vraiment de créer un monde de possibles, puisqu'on sait que le monde du travail est un monde de possibles dans lequel chacun doit trouver sa place. Donc l'idée, c'est de créer vraiment toutes les conditions quand on est entreprise, qu'on soit aussi bien dirigeant que sur la partie RH ou que sur la partie management, de créer vraiment toutes les conditions pour que chacun trouve sa place ou ses places. On peut avoir plusieurs places, on parle souvent du slashing, n'est-ce pas, Céline? Vraiment au cœur de l'entreprise pour qu'on fasse vraiment en sorte que chacun puisse être engagé là où il peut se faire plaisir et réussir. D'où l'image utilisée, n'est-ce pas, Céline? Ouais, nous, on pense que c'est possible, sinon on dirigerait nos efforts ailleurs, mais on pense que c'est possible. Donc, c'est vraiment ça notre enjeu à tous et vous êtes là aussi pour ça, pour ce Talk and Act inédit. C'est vraiment faire que chacun soit engagé là où il peut se faire plaisir et réussir. Et voilà, vous avez la question sous les yeux. Je pense que vous êtes tous d'accord sur ce sujet. C'est le sujet du moment. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on parlait tout à l'heure de la recette de l'engagement, c'est aussi important de donner des éléments concrets avant de revenir sur vos partages d'expériences respectifs et de se livrer sur le challenge inédit, notamment avec Céline, qu'il est important que chaque talent, chaque collaborateur et même chaque candidat au sens global se sente libre d'exprimer sa singularité dans un collectif qui fait sens.
Vous le savez, autour de la table, on le sait tous de la visio, tout le monde est différent et c'est pour ça qu'on attend vraiment d'être traité en tant que collaborateur ou même candidat de manière singulière, qu'on puisse vraiment exprimer nos talents dans un collectif dans lequel on puisse s'exprimer. Le deuxième sujet, c'est aussi le travail d'une vie. On est tous humains, on a besoin de continuer à apprendre. C'est d'avoir la capacité, en tout cas que l'entreprise puisse donner la possibilité d'exploiter concrètement ses compétences en étant utile. On parle beaucoup en ce moment d'engagement et de contribution au monde, c'est que chacun a besoin pour se sentir engagé d'être clairement utile dans ce qu'il fait au quotidien pour soi, mais aussi pour l'entreprise et plus largement pour le monde. Et le dernier sujet, c'est vraiment de réussir à développer ce potentiel dans le temps à travers des défis enrichissants. Mais c'est tout le sujet que tu vas aborder, Céline, par la suite. C'est comment justement on développe ce potentiel, comment on va chercher ces compétences. La compétence, elle va se développer en étant confrontée à une difficulté progressive. C'est-à-dire que si on reste sur un niveau de difficulté qui est tout le temps le même, au bout d'un moment, il va y avoir de l'ennui, il va y avoir du désengagement, il va y avoir du bore-out. Et si on est confronté à des difficultés trop grosses, trop énormes, si la marche est trop haute, là, on ne peut pas grimper en compétence parce qu'on va être dans la panique ou dans la peur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller affiner le baromètre de façon assez précise pour offrir régulièrement à ses collaborateurs des paliers pour grimper en compétences de façon à la fois raisonnée et stimulante. Est-ce que Pauline, tu partages ce constat qu'on vient de partager, ces quelques éléments en entreprise, enfin, que l'engagement est une priorité? Oui, alors tout à fait. Et puis ça fait écho à tout ce sur quoi on a travaillé justement pour chercher qu'est-ce qui pouvait faire sens chez nous, chez nos collaborateurs, et qu'est-ce qui pouvait leur permettre de rester engagés malgré la croissance de l'entreprise aussi. Et le fait de faire partie, d'avoir le sentiment en tout cas d'être vraiment utile à toute l'entreprise et de faire partie d'un vrai projet collectif et non pas simplement individuel, c'est ce qui fait aussi la force de notre culture RH aujourd'hui. Donc c'est un sujet que tu partages. Très bien. Côté candidat, et ensuite on va juste partir sur les chiffres de manière très rapide et de manière assez spontanée avec Céline pour vraiment permettre à chacun de s'exprimer, puisque c'est l'enjeu, de se livrer au challenge. Côté candidat, c'est la même chose qu'on observe dans le magazine Repère, donc comme je le disais, qui a été édité là sur le mois de mars par le cabinet CCLD, le groupe actuel, c'est que côté candidat, il y a le même sentiment sur ce premier semestre de replacer le travail à sa juste place. En effet, ils nous le disent eux-mêmes, ces chiffres ne sont pas tronqués. 90% des candidats pensent que le travail doit être signe de développement et d'épanouissement. Ils sont 85% à penser que le travail doit être synonyme d'utilité et 80% à penser que le travail doit être source de plaisir. Donc, on est vraiment dans ce sujet-là, on est au cœur du sujet. Les collaborateurs et les candidats qui sont les futurs collaborateurs attendent d'être utiles, de trouver du sens et de vraiment développer leur potentiel dans le temps. Donc, c'est tout l'enjeu du système d'évaluation et d'évolution dont on va traiter juste maintenant. Du coup, Céline, tu peux peut-être nous en glisser quelques mots sur ce système d'évaluation et d'évolution juste et adapté à l'ADN. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on se dit? Comment on fait? Comment on y va? Et on va y aller par plusieurs façons, mais effectivement, la bonne façon, ça va être d'évaluer déjà à la base les forces en présence, les axes peut-être de travail, de façon personnelle pour que chaque collaborateur se sente pris en compte dans sa singularité, tout en tenant compte des exigences de l'entreprise, de ce que l'entreprise est capable de mettre en place, mais pour répondre à cette quête de sens. Et le fait de s'attacher vraiment aux compétences, ça va permettre beaucoup de diversité, c'est-à-dire qu'on peut rester soi-même tout en travaillant vraiment sur ce qui va faire que l'entreprise va être performante et efficace dans son secteur. Top. Et en fait, ce qu'on observe aussi, c'est que on a parlé de beaucoup de choses assez conceptuelles, mais pour autant très concrètes. Ce qu'on observe depuis des années qu'on travaille sur ces sujets, c'est qu'il y a des facteurs qui désengagent de facto, notamment un sentiment d'impuissance quand je me dis que je ne peux pas faire grand-chose au sein de mon entreprise, le sentiment d'injustice quand justement le système d'évaluation et d'évolution des compétences n'est pas juste ou en tout cas
ne permet pas d'aller évaluer les compétences comportementales. Et le management au sens global, on le sait depuis un petit moment, on quitte d'abord son manager avant de quitter son entreprise. Et face à ces facteurs qui désengagent, le système d'évaluation et d'évolution adapté à l'entreprise peut permettre justement de générer de l'engagement. L'idée, c'est d'évaluer par les compétences, n'est-ce pas Céline? Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Voilà, donc une fois que qu'on a son attendu engagé par les compétences, ça veut dire qu'il va falloir définir les compétences. Il peut y avoir différents types de compétences. Il y a des compétences métiers, des compétences techniques, et puis il y a des compétences comportementales, des compétences relationnelles, des compétences managériales. Et celles-là, en fait, on le sait maintenant aussi depuis un petit moment. Autant les compétences techniques vont rapidement être obsolètes. Dans certains domaines, ça peut être en 6 mois. Dans d'autres, ça va être plus sur des cycles de 3 ou 5 ans. Autant les compétences comportementales, c'est quelque chose qu'on peut cultiver toute la vie et qui va surtout être transverse. C'est-à-dire qu'on va changer de secteur d'activité et on va pouvoir utiliser ces mêmes compétences, quel que soit le poste auquel on postule. Et ce qui est très important, c'est que ces compétences-là, en fait, on va nous fournir des méthodes pour les évaluer avec objectivité, parce que c'est plus compliqué d'évaluer objectivement une compétence comportementale qu'une compétence technique. Une compétence technique, il y a un savoir-faire, tu sais faire, tu ne sais pas faire, voilà. Une compétence comportementale, on peut tomber dans des pièges de biais cognitifs, de prismes personnels, de sympathie pour la personne, etc., où un style relationnel va plus nous sembler, nous attirer qu'un autre, et pour autant, on n'est pas du tout sur de la compétence. Donc, c'est là qu'il faut être très précis par rapport à ce qu'on raconte. C'est ce que tu dis, ça permet vraiment d'avoir une évaluation avec objectivité. C'est ça tout l'enjeu pour éviter tous les biais dont tu viens de nous parler. Sur la partie chiffres clés, avant de laisser la parole évidemment à Yann et à Laure et ensuite à Pauline pour se livrer au challenge, quelques chiffres clés parce qu'on parle beaucoup d'engagement, mais l'engagement finalement à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a vraiment des études sur la planète qui mettent en évidence l'impact des actions réalisées autour de l'engagement sur la performance de l'entreprise? Et on en a rassemblé quelques-uns sans trop rentrer dans le détail. Notamment, ce qu'on a observé dans le magazine Repères, c'est qu'aujourd'hui, 57% des entreprises ont un référentiel de compétences. Et Céline, combien d'entre elles ont-elles un référentiel à jour? Donc 44%, ce qui veut dire que non seulement il y a près de la moitié des entreprises qui n'ont pas de référentiel de compétences, donc en termes de recrutement, en termes de formation, en termes de mobilité interne, les personnes qui vont être en charge de ces sujets vont être plus ou moins livrées à elles-mêmes. Il n'y aura pas d'alignement de l'entreprise autour d'un langage commun. Et surtout, sur celles pour qui il n'est pas à jour, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on va chercher ou ce qu'on attend et puis ce que le référentiel propose en termes de compétences, ce qui est un petit peu ennuyeux quand même. Donc, OK pour ce constat qui est quand même un petit peu alarmant. Et alors, des entreprises qui travaillent sur l'engagement, est-ce qu'elles vont mieux? D'après les études de Boston Consulting Group et de Gallup, en l'occurrence, il apparaît que oui, puisque la gestion par la compétence améliore la performance organisationnelle. En effet, d'après l'étude de Boston Consulting Group, 41% des entreprises seraient plus productives. Idem, un référentiel de compétences aide à clarifier les attentes, tu l'as dit Céline, ça permet vraiment d'éclairer ses décisions et de bien comprendre ce qu'on recherche. Ça permet aussi de générer une meilleure rentabilité. Selon Gallup, c'est plus 22% de rentabilité constatée. OK, donc clairement, grâce à l'évaluation par la compétence, les entreprises vont mieux. Est-ce que les entreprises engagent un peu plus? Est-ce que Céline, tu veux nous livrer ces deux chiffres clés qui apparaissent? Alors oui, un taux de turnover inférieur de 53%. Je pense qu'à une époque où 98% des RH sont concernés par ce chiffre-là, ça va forcément les intéresser de comprendre en quoi cet investissement, qui peut sembler être un gros investissement au départ, parce qu'un référentiel de compétences, c'est un investissement en temps des personnes de l'entreprise, mais qui au final va être rentabilisé sur le long terme. Et puis surtout, c'est une meilleure qualité dans les recrutements. Et je voudrais revenir juste, sans changer de slide, sur la slide que tu nous as passée avant. En fait, ça, c'est les chiffres officiels, c'est-à-dire
des personnes pour qui on connaît par exemple les causes de départ. Et puis il y a plein de personnes pour qui on ne connaît pas les causes de départ, qui ne l'expliquent pas, qui s'en vont comme ça, qui vont pas dire pourquoi elles s'en vont, d'accord? Et celles-là, elles sont aussi souvent confrontées à des problèmes d'incompétence, ressentis ou véritables d'ailleurs, à un mauvais accompagnement parce qu'au départ, on n'a pas su assez bien les évaluer sur là où elles pouvaient être autonomes très vite et là où il fallait absolument qu'elles bénéficient d'un accompagnement. Et ça, c'est ces candidats, et il y en a plein dans les entreprises, qui vont attaquer un job et puis au bout de 2 mois, au bout de 2 jours, au bout de 2 semaines, ils disparaissent et on n'a plus de nouvelles. Voilà. Donc, le fait d'être très au clair dès le départ et d'être très transparent dans les échanges par rapport avec les collaborateurs par rapport à ce qu'on attend, ça permet d'éviter ce type de mésaventure aussi. C'est clair. Est-ce que tu dis, et tu illustrais par le chiffre notamment de Aberdeen Group, qui dit que c'est aussi une meilleure qualité dans les recrutements, donc des recrutements plus durables, puisque c'est plus de 39% de la qualité des nouvelles embauches qui est améliorée. Alors, est-ce qu'autour de la table, vous êtes convaincus? On vous propose, après cette première partie de chiffres et d'éléments vraiment caractéristiques de la notion de l'engagement, et en tout cas, quel est l'intérêt de créer un système d'évaluation et d'évolution juste et intégré à l'ADN de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire, et notamment avec toi, Yann. Merci Laure. Et convaincu, alors oui, évidemment convaincu. Et ce qui est d'autant plus intéressant, et c'est peut-être l'intérêt de partager l'expérience qu'on a vécue chez CCLD, c'est que on n'avait pas une conviction a priori. C'est-à-dire que quand on s'est lancé dans ce parcours-là il y a une quinzaine d'années, on l'a pas fait en toute humilité en se disant on va gérer les sujets de l'engagement. On a finalement eu un parcours assez itératif sur le sujet. CCLD, c'est un cabinet de recrutement. On a été confronté à un cabinet de recrutement spécialisé au départ sur les métiers des commerciaux. Et donc, du coup, on était confronté fin des années 2010 au fait de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire monter en compétence nos différents consultants de façon à ce qu'ils aient une méthode d'évaluation qui soit commune, quelle que soit leur agence et quels que soient les clients sur lesquels ils interviennent. Et puis, on avait une particularité, c'est qu'intervenant sur les métiers des commerciaux, eh bien, comme Laure le précisait tout à l'heure et Céline également, c'est pas des compétences techniques qu'on évaluait, c'était des compétences comportementales. Et qui dit compétences comportementales, qui plus est avec une multiplicité de consultants, dit un risque d'évaluation qui ne soit évidemment pas homogène. Et donc, on s'est lancé dans ce sujet en se disant, c'est quoi les comportements observables que nos consultants doivent au quotidien observer? Comment est-ce qu'on en crée un référentiel de compétences? Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le référentiel de compétences. Et puis après, on s'est dit, il faut quand même qu'on ait une logique un peu d'exemplarité. Donc, si on explique à nos consultants qu'ils doivent utiliser un référentiel de compétences pour évaluer les candidats pour nos clients, ça serait peut-être bien qu'on se l'applique à nous-mêmes pour qu'il y ait une certaine forme d'exemplarité. Et donc, on est rentré, pour nous-mêmes, en tout cas pour nos propres collaborateurs, plutôt par la fenêtre de la dimension expérientielle, en se disant, nos collaborateurs qui bossent dans le cabinet doivent vivre l'expérience du référentiel de compétences. Donc, finalement, on l'a intégré aux entretiens annuels d'évaluation. Et puis ensuite, on s'est dit, ce serait peut-être bien finalement que les consultants qui ne sont pas encore dans les effectifs, mais qui ont vocation à les rejoindre, le vivent au moment des processus de recrutement, et donc on l'intègre dans nos process de recrutement. Et donc, pareil, on s'est dit, il faut qu'on construise le référentiel de compétences pour nous-mêmes. On est parti du coup de nos valeurs. On en a observé les comportements qu'on voulait voir dans l'entreprise et ceux qu'on ne voulait pas voir. Et puis, on les a intégrés dans un référentiel de compétences. Et finalement, on est arrivé par cet angle-là qui était à la fois quelque chose d'assez pragmatique et en même temps quelque chose d'assez expérientiel. Et en fait, ce qui s'est généré ensuite chez nous a été assez fort puisqu'on a vécu une phase d'hypercroissance proche de ce que vivent des startups entre les années 2014 et 2020. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi avec une autre période de développement d'entreprise avec un développement sur d'autres lignes métiers. Et en fait, on a finalement mesuré l'engagement a posteriori. On s'est rendu compte que finalement, en mettant ces sujets-là en place, il se passait quelque chose dans l'entreprise et que ça avait un vrai impact sur l'engagement. Et en fait, la conclusion que j'en tire, donc évidemment, depuis, on a professionnalisé l'approche, on a continué de mettre à jour notre référentiel, on a développé, et Laure aura l'occasion de le partager, on l'a dupliqué en allant encore plus loin avec le groupe actuel. Mais au fond, je crois que les deux leviers sur lesquels on s'est rendu compte un peu a posteriori qu'on jouait, le premier, c'est une certaine forme de congruence entre ce que l'entreprise veut et ce que l'entreprise fait vivre à ses collaborateurs. Et à une heure où le sens est important pour les collaborateurs, évidemment, ça a résonné particulièrement. Et cette forme de congruence, elle est parfaitement alignée entre ce que l'entreprise annonce vouloir être ses valeurs et son engagement au quotidien et ce qu'elle fait vivre à ses collaborateurs. Et je crois que le deuxième levier clé de faire un lien entre cet engagement, le référentiel de compétences, les valeurs, c'est que
on pose les bases de ce qu'est le manager coach, ou le manager humaniste, ou le manager positif, je ne sais pas quel terme on peut employer, puisque en ayant un référentiel de compétences qui met en avant les comportements positifs attendus, on amène les managers à accompagner les équipes et les collaborateurs, non pas sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils font. C'est-à-dire dire à un collaborateur, tu n'es pas authentique, par exemple, on attaque la personne. Dire à un collaborateur, j'ai observé hier dans cette réunion un fait observable, où à ce moment-là, tu n'as pas fait preuve d'authenticité. Ça a l'air de rien comme ça, mais en même temps, ça pose les bases d'un accompagnement managérial qui correspond probablement beaucoup plus à ce qui est nécessaire pour développer des compétences durables et de l'engagement chez les collaborateurs, surtout aujourd'hui. Oui, clairement. Merci Yann. Du coup, ce dont tu parles, c'est le référentiel de compétences respect. Céline, est-ce que tu pourrais nous partager un peu la méthode pour réussir, enfin en 3 étapes comme tu le fais habituellement, pour réussir à traduire ce que Yann vient d'expliquer sur le référentiel de compétences respect auquel tu as largement participé, même plus que. Voilà, pour dire en gros comment ça se passe si on a ce même besoin dans l'entreprise, comment on fait en 3 étapes pour bien s'immerger et en ressortir un référentiel de compétences tel que respect chez CCLD. Alors, effectivement, la première étape va venir du client ou de l'entreprise qui a ce besoin-là. Ça va être de bien spécifier son besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un référentiel pour un poste en particulier? Est-ce que j'ai besoin d'un référentiel pour une strate, par exemple, les managers de l'entreprise? Ou est-ce que j'ai besoin d'un référentiel pour toute l'entreprise? Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir un système d'interview et d'immersion où on va aller interroger les personnes au quotidien avec tout un questionnement très structuré pour savoir en fait ce à quoi elles sont confrontées, quels challenges elles doivent relever, qu'est-ce qui fait partie des zones de confort du poste, etc. Donc beaucoup de questions. Et puis après intervient la co-construction, c'est-à-dire qu'on va apporter notre expertise puisqu'on en a déjà construit un certain nombre, mais on va faire pleinement participer les personnes de l'entreprise pour construire ce référentiel. Et c'est ce qu'on a fait chez CCLD il y a 7 ans maintenant avec Respect, qui partait déjà d'un référentiel existant mais qui n'était plus à jour, hein, comme les entreprises dont on a parlé tout à l'heure, qui avait où on avait détecté des axes d'amélioration certains. Et puis on est reparti des besoins de l'entreprise. On a structuré ce référentiel aussi en s'appuyant sur la littérature existante, tout ce qui est études RH qui disent quelles grandes familles de compétences doivent être développées ou présentes pour favoriser la performance et l'engagement. Et puis voilà, on a structuré ces compétences-là en grandes familles, en évitant les doublons, en évitant les redites et en qualifiant bien chaque famille avec des mots très précis pour qualifier des comportements, parce qu'effectivement, comme le souligne Yann, on n'est pas dans la personnalité, on n'est pas dans la psychologie, on est vraiment dans la compétence comportementale. Très clair, merci. Du coup, Yann, tu parlais tout à l'heure, et du coup, vous allez pouvoir en parler avec Laure, de la nécessité d'aller un peu plus loin, ce qui a été fait par le groupe, notamment sur la partie managériale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et notamment Laure, si tu as suffisamment de connexion, pour pouvoir nous exposer où en est le groupe actuel aujourd'hui et ce qui a été fait sur la partie managériale? Vas-y Yann, je pense. Tu prends la main, je pensais que Laure voulait intervenir. Je te laisse Laure, je te laisse intervenir. Je te remercie. Moi, je voulais tout d'abord vous rappeler le contexte en fait, du groupe actuel. Nous, on est un groupe, on a une entreprise patrimoniale, on a un dirigeant qui est très engagé, qui a construit son groupe, qui aujourd'hui représente un groupe de 4000 personnes, on réalise un chiffre d'affaires d'1,5 milliard, autour en fait d'une logique de croissance organique et croissance externe. Une croissance qui a été assez rapide dans un service où on réalise de l'intermédiation et où la différence en fait c'est nos collaborateurs qui la font puisque c'est eux qui vont créer de la confiance, apporter leur expertise, donner des conseils à nos clients. Et on est dans un contexte aussi de forte concurrence et de guerre de talents. Et au niveau de notre politique RH, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce contexte de croissance, nos enjeux principaux, c'est l'attractivité
accompagner nos croissances organiques. La fidélisation de nos collaborateurs qui sont présents dans le groupe, mais aussi la fidélisation, et aussi la fidélisation des équipes qui nous rejoignent dans le cadre de croissance externe. Et c'est là où je vais repasser la parole à Yann, si tu veux bien compléter ses propos sur la partie opérationnelle, que ce travail de structuration qu'on a pu mener a été extrêmement précieux pour accompagner ces phases de croissance que notre groupe connaît. Oui, je rejoins parfaitement ce que partage Laure, et pour être encore plus clair sur la façon dont on a fait les choses différemment, je parlais tout à l'heure d'approche finalement itérative. On a suivi évidemment la démarche de partir des valeurs, regarder quels étaient les comportements observables évidemment. Mais avant d'arriver là-dessus, on a fait une chose supplémentaire avec Actual, c'est qu'on a travaillé sur les principes managériaux. Principes managériaux qui sont différents des valeurs. Il y a des valeurs qui sont affichées, Laure le préciser, on est un groupe militant, engagé, avec des engagements très forts portés par notre président. Et donc, ce sont des valeurs qui sont incarnées et dont on demande à l'ensemble de notre chaîne managériale d'être incarnant. Mais pour les servir, on a également identifié des principes managériaux qui viennent s'intercaler entre les valeurs et les comportements observables ou non observables, en tout cas ce qu'on ne souhaite pas voir observé en tout cas dans l'entreprise. Et donc on a distingué les deux. Donc on a effectivement 4 valeurs et on a quatre principes managériaux qui sont l'authenticité, la confiance, l'engagement et l'exigence, qui sont venus s'intercaler. Et c'est un élément qui est important parce que ça permet de donner un peu plus de visibilité à l'ensemble de la chaîne managériale sur le comment. Comment est-ce qu'on veut voir les valeurs être incarnées au quotidien, et cette étape des principes managériaux a été effectivement particulièrement importante. Est-ce que tu peux revenir sur du coup les principes managériaux que vous avez définis et ensuite tous les deux avec Laure vous pourrez du coup exposer les comportements OK et les comportements à proscrire avec une petite remarque de Céline sur le sujet. Oui, on a les principes managériaux qu'on a établis, c'est l'authenticité, la confiance, l'engagement, l'exigence, qui font à chaque fois l'objet d'une définition bien particulière et qui permettent aux managers, lorsqu'ils font des actes de débriefing managériaux ou lorsqu'ils vont utiliser le référentiel de compétences, que ce soit sur une démarche de recrutement, que ce soit sur une démarche d'évaluation lors d'un entretien annuel ou lors d'une mobilité interne, de pouvoir s'appuyer sur les approches telles qu'on attend que le manager la fasse vivre en interne. Et puisque tu me tournais la perche sur les comportements OK et les comportements non OK, ce qui est important dans les comportements, c'est de pouvoir établir les comportements OK, donc ceux qu'on veut effectivement voir se développer. C'est le pilier du management positif. On le sait ô combien c'est important de pouvoir être recadrant ou cadrant vis-à-vis d'un collaborateur, mais si on veut pouvoir le pousser, c'est important aussi de pouvoir insister sur ce qu'on voit être positif, les comportements OK, de les féliciter, de les encourager pour faire en sorte qu'ils soient reproduits. Donc, identifier évidemment les comportements OK. Les comportements non OK sont tout aussi importants et c'est important de pouvoir l'assumer parce que c'est le comportement non OK, l'établissement en tous les cas de la liste des comportements non OK qui va servir de fil conducteur à l'exigence. Pourquoi l'exigence ? Parce que si on ne dote pas les managers d'une liste précise, incarnée, factualisée de ce qu'on ne veut pas voir dans l'entreprise, c'est plus compliqué pour un manager d'aller avec la bonne approche, la bonne méthode sur un élément de cadrage ou parfois simplement de rappel des règles du jeu en disant « ça, c'est pas OK ». Ça ne veut pas dire qu'on va te couper la tête, ça ne veut pas dire qu'on va te prendre par les pieds, ça ne veut pas dire que tu vas prendre la porte, mais ça, dans les règles du jeu, c'est pas OK. C'est beaucoup plus facile pour un manager de le faire lorsque la liste des comportements non OK a été préalablement et en cohérence avec les valeurs et les principes managériaux établis. Céline, tu partages parce qu'on dit souvent que c'est un peu tabou ce sujet. Alors, je partage effectivement, il ne faut pas hésiter à aller là-dedans. Pour une raison aussi en complément de ce qu'a dit Yann, qui est que ça va être très parlant les comportements non OK. Parfois les comportements à développer peuvent paraître un peu conceptuels, un peu de l'ordre de la bonne intention, voilà. Je fais preuve d'audace, d'enthousiasme et de résilience au quotidien. Ça parle, mais c'est très généraliste. Par contre, d'aller dire je résiste au changement
et je baisse les bras face aux difficultés, là, les personnes vont pouvoir le raccrocher à des attitudes ou à des comportements qu'ils ont constatés chez leurs collaborateurs et de dire la différence entre un collaborateur qui fait ça et un qui ne fait pas ça, c'est que le deuxième, voilà, c'est lui va faire preuve d'enthousiasme parce que quand on lui présente un changement, il va pas tout de suite aller ronchonner, résister, etc. Donc, ça va être beaucoup plus c'est très parlant, en fait, les comportements à proscrire, et ça peut mettre les personnes aussi face à leurs responsabilités, notamment comportementales. Et pardon, je me permets d'insister sur ce que vient de dire Céline. C'est d'autant plus important sur ce type d'exercice de pouvoir se faire accompagner par des gens dont c'est le métier. Et Céline nous a accompagnés avec brio sur ce sujet, comme elle le fait sur d'autres clients, parce que sur ce sujet des comportements à proscrire, on peut rapidement tomber, quand on a une vision que managériale, sur des comportements qui s'expriment par du négatif. En l'occurrence, il ne faut pas, ou je ne veux pas, ou je ne dois pas. Et tout l'enjeu de se faire accompagner avec un regard extérieur, c'est de transformer ces comportements à proscrire avec une démarche positive. Typiquement, plutôt que de dire à quelqu'un, en fait, je ne veux pas, je ne dois pas juger les personnes avec lesquelles je travaille, le transformer en disant, le comportement à proscrire, c'est typiquement sur l'authenticité, juger en silence et cumuler de la frustration sans la partager. On rentre pas par un angle de ne pas, on rentre par un angle de je dois. Et donc, ça change aussi une partie de l'approche qui crée quand même une dimension positive dans l'accompagnement managérial, même si on est en train de parler de comportement à proscrire. Clairement. Merci Yann et Laure pour votre partage d'expérience. On vous propose de passer pour la dernière partie, et on vous réserve une petite surprise, sinon c'est pas drôle, à la fin, au challenge avec Pauline. Céline, tu acceptes de relever le challenge en direct? Mais bien sûr, si la guêpe qui vient de rentrer dans mon bureau me laisse tranquille, comportement observable, je dis que je suis très forte par rapport aux insectes, et puis il y a une guêpe qui vient m'embistrouiller, comment je réagis. Voilà, on est vraiment dans le vif du sujet. On a l'univers avec nous. Ouais, du coup, ce que je vous propose, mesdames, c'est que Pauline, tu puisses répondre aux quelques questions de Céline, puisque le challenge, quand même, on va se le dire, c'est de partir des valeurs ou de comportements, en tout cas, qui sont des clés de réussite pour Opéra Énergie, et d'en déduire des comportements OK et non OK, en live. Du coup, Céline, je te laisse mener quelques questions pour que Pauline puisse partager ce qu'est Opéra Énergie et des compétences comportementales clés. Alors, moi, je vais évidemment pas poser les questions qui sont sur la slide, sinon c'est pas drôle. Mais je dirais plutôt, si tu devais, Pauline, décrire aujourd'hui, me faire un petit peu la photo de ce qu'est Opéra Énergie, quelle est cette entreprise, que fait-elle et que défend-elle? Ok. Alors la photo, Opéra Énergie déjà, fait important, on va bientôt fêter nos 10 ans en fin d'année. Donc on reste à la fois une entreprise jeune mais qui commence à prendre un petit peu de bouteille et qui a connu pas mal de choses et de changements en 10 ans. Et on a surtout alors la particularité et qui se ressent beaucoup dans notre culture d'entreprise aussi, d'avoir créé en fait un métier en France qui est celui d'être courtier en énergie auprès des entreprises. C'est un métier qui il y a 10 ans n'existait pas encore. Et c'est les 3 cofondateurs du coup d'Opéra Énergie qui l'ont créé et ça se ressent assez fortement parce que déjà on a cet ADN de pionnier qui fait vraiment partie de l'identité de l'entreprise et également tout ce qui va tourner du côté de l'innovation, du projet collectif, de l'aventure humaine et pas dans un sens comme je disais tout à l'heure individuel, mais plutôt plutôt collectif qui est assez présent. Et on a l'entreprise s'est quand même du coup construite avec des personnalités un peu intrapreneurs, forcément qui devaient nous accompagner pour accompagner le développement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise a démarré avec 3 personnes, donc il y a 10 ans. On est 160 aujourd'hui, avec encore une quarantaine de recrutements en cours. Et nous sommes plus une start-up mais une scale-up en hyper-croissance, alors tant avec des projets de croissance organique que des projets de croissance externe, ce qui amène aussi d'autres sujets de réflexion sur toute la partie culture, engagement des collaborateurs et fidélisation. Et aussi toutes des questions, et c'est un peu dans ce cadre-là que je suis arrivée moi il y a 3 ans.
l'entreprise, forcément, comme elle grandit, il y a des choses dans notre culture d'entreprise qui évoluent aussi. Un ADN de base qu'on veut conserver et sur lequel on avait travaillé initialement, et notamment le fait de chercher à rester une entreprise un peu particulière. Les 3 cofondateurs sortaient de 10 ans chez Engie, donc un très gros groupe. Ils savaient ce qu'ils voulaient en garder, ce qu'ils voulaient moins en garder, et ils ont toujours eu la volonté de créer une entreprise un peu disruptive presque dans sa culture et son management, et avoir des salariés qui tous les matins se lèveraient en étant contents de venir au travail, et en pouvant être authentiques eux-mêmes, et être et se retrouver un peu dans un climat, on va dire, et une ambiance familiale, je dirais, à l'époque. Et on était vraiment sur de l'ambiance familiale. Maintenant, le mot familial est un peu moins cohérent vu qu'on devient 160, donc on parle plus d'ambiance conviviale. Mais toute le travail qu'on fait, c'est d'arriver à conserver, par contre, ce côté familial devenu convivial, même si on connaît une phase d'hypercroissance, et qu'on est obligé de modifier plein de choses, de mettre en place des process, de faire grandir les équipes, et de gérer cette hypercroissance qui est encore plus soutenue depuis 3 ans. Et au final, qu'est-ce que tu vas chercher comme qualité ou comme compétence derrière ces mots familial ou convivial? C'est quoi exactement qui vous tient à cœur chez Opéra Énergie? Alors, derrière tout ça, il y a le fait de chercher des gens qui vont être authentiques, qui vont rechercher des relations aussi de proximité, parce que même si on grossit, les services restent tous interconnectés et doivent travailler entre eux en permanence, avec des personnalités différentes aussi qui arrivent vu qu'on grossit, et on a besoin d'avoir des gens qui justement ont cette facilité de communication et cette facilité relationnelle, avec de l'authenticité, de l'enthousiasme. Okay. Il y a un côté sympathique. Après, il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein, comme pour tout le monde. Les jours les plus sympas du monde, mais il faut qu'il y ait quand même cette envie de travailler dans une ambiance en étant sérieux, mais soi-même. Ok. Alors, est-ce que ça te convient si on prend l'authenticité comme valeur, et puis que on décline, par exemple, sur des comportements à développer et des comportements à proscrire par rapport aux collaborateurs d'Opéra Énergie, soit en place, soit à recruter dans un avenir proche? Allons-y. Allez. Donc, sur la partie authenticité, ça peut être j'exprime avec facilité et sincérité mes opinions et je suis ouvert aux critiques ou opinions différentes. Je note dans le chat ce que tu dis. Ouais. Voilà. Et en face, sur le comportement à proscrire, ça peut être je garde mes ressentis ou mes idées pour moi. Je suis critique ou méfiant des idées différentes. Je suis critique ou méfiant des idées différentes des miennes. Du coup, il y a pas mal de la diversité aussi là-dedans. Okay. Pas mal de diversité et d'adaptation aussi finalement, enfin de capacité d'adaptation, je trouve. Et c'est effectivement l'autre point. Alors je sais pas si on en parlera après, mais ça peut être en lien. Les deux peuvent être en lien finalement. Mais on cherche vraiment aussi chez les gens qu'on recrute une facilité d'adaptation au changement. D'adaptation à la différence des autres, certes, mais également d'adaptation au changement, parce que l'entreprise grossissant de manière assez soutenue,
les équipes changent, les bureaux changent, le métier change, les process changent. Donc on a besoin de gens qui s'adaptent à ça. Et puis on est de surcroît dans un marché, nous qui est le marché de l'énergie, qui évolue en permanence, qui ont connu des crises, qui ont connu une crise assez importante il y a 2 ans, et on est toujours quand même un peu dedans. Et il faut s'adapter tous les jours à des prix qui fluctuent, à des partenaires qui changent de cap, et à des réglementations aussi qui changent tous les jours. Et encore 2-3 petites minutes, Céline, si tu veux du coup rebondir sur ça, et on clôturera avec la surprise dont je parlais tout à l'heure. Ok. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai en comportement à développer, on pourrait avoir j'accueille avec ouverture et enthousiasme les nouveaux projets et cherche de quelle façon je peux être partie prenante de ceux-ci. Parce qu'il n'y a pas que l'accueil, il faut aussi participer. Et puis en comportement à proscrire, il y aurait je montre des réticences au changement et éprouve des difficultés à embarquer facilement sur des innovations, des nouveaux process ou des nouveaux produits. Voilà. Très bien. Et donc ça, ce type, on aurait pu prendre d'autres choses. Dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, il y avait le côté aussi innovant, on le retrouve un petit peu ici. Il y avait la solidarité aussi, le fait d'être, de faire partie d'une équipe, tout en gardant sa personnalité et ses opinions. Donc voilà, là c'est fait. Vous avez vu, je le fais en direct. Quand on prend un petit peu plus de temps pour le creuser ou pour vraiment aller le structurer, on pourrait trouver 3, 4, 5 grandes familles et puis finalement aller creuser de façon assez précise en interrogeant plusieurs personnes de l'entreprise. Quels sont les comportements observés déjà dans l'entreprise, surtout que là vous êtes 160, donc il y a quand même vraiment de la matière. Quels sont les comportements gagnants, les comportements observés et observables qui sont des comportements de performance, de solidarité, d'authenticité, et puis les personnes qui ont été en échec, qui sont parties, qui n'ont pas contribué de façon positive à l'équipe. Qu'est-ce qu'ils faisaient, quel comportement ils avaient qui faisait que ça n'a pas fonctionné pour eux, ni pour l'entreprise en fait. Top. Alors, Pauline, convaincue? Challenge relevé, défi relevé par Céline? Tout à fait. Challenge relevé haut la main. En tout cas, merci pour ce que tu nous as partagé concernant Opéra Énergie. Pour terminer ce Talk and Act inédit, qui on l'espère vous a plu, vous allez avoir un sondage dans quelques minutes. On voulait quand même partager une notion d'expérience. Et peut-être que Céline, tu peux partager, et de manière concomitante avec Yann aussi, qui vit l'expérience notamment Saven au sein du groupe actuel, le bonus qu'on voulait vous faire partager et vivre en se disant qu'un système d'évaluation et d'évolution juste et adapté à l'ADN de votre entreprise, ça marche aussi avec un test qui, du coup, permet vraiment de savoir si on est dans une logique d'attitude OK ou pas OK. Yann, tu veux commencer ou je... Oui, je en partage l'expérience, puisque sur le côté client-utilisateur, on a pendant longtemps, une fois qu'on a eu cheminé sur tous les sujets dont on a parlé, on a été quand même très frustrés pendant longtemps parce que on n'avait pas de solution marché qui nous permettait de venir plugger notre référentiel de compétences sur un test et ensuite potentiellement de le faire évoluer d'ailleurs, parce qu'un référentiel de compétences peut être différent sur les entreprises. Et on a pendant longtemps été contraint d'utiliser des tests qui répondaient qu'en partie à nos besoins et on était obligé d'en utiliser plusieurs, ce qui était assez lourd en termes d'utilisation. Et en fait, on a été ravis de découvrir une solution top qui s'appelle Saven, qui nous a permis justement de venir plugger notre référentiel de compétences à l'intérieur et de faire en sorte qu'en passant un seul test de 8 minutes, on ait une restitution qui permette de venir nourrir ce sujet de référentiel en un seul test et pour le coup complètement en ligne avec notre référentiel de compétences. J'ai mis dans le chat le lien pour que vous puissiez vivre l'expérience en 8 minutes que vient d'écrire Yann. Céline, tu veux compléter par rapport à Saven, justement pour cette notion d'expérience et le lien avec tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure?
Alors, Saven, pour compléter, c'est un outil qui est très solide puisque c'est plus de 300 000 personnes qui sont étalonnées chaque année dans différents secteurs d'activité. Il y a le commerce, il y a l'industrie, il y a l'agriculture. Voilà, il y a des tas de domaines différents. Et ce qui va vraiment être très une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres outils, c'est que vous allez pouvoir évaluer le résultat de la personne en fonction du poste sur lequel vous la projetez. Donc, soit sur un poste qu'elle occupe déjà, soit sur un poste sur lequel on la projette. Top. Et donc, vous avez vu dans le chat le lien pour justement tester l'expérience Saven. Il me semble, Pauline, que tu as aussi testé cette expérience. Donc, c'est offert, c'est cadeau pour ce webinaire et pour terminer. Je vois pas forcément de questions. Alors, du coup, je vous ai lancé un sondage pour savoir si vous avez apprécié ce moment tous ensemble. Et quand même, puisque l'objectif, c'est de pouvoir prolonger les échanges en direct, Yann et Céline auront l'occasion de parler de ce sujet de manière très concrète et notamment l'accompagnement pour le groupe actuel de cette notion de principes managériaux et de créer de la valeur à partir de vos valeurs lors de la prochaine session des Hack for Skills Day, qui est un événement physique organisé par l'équipe Hack for Skills et le groupe actuel le 6 juin prochain à Lyon. Et Yann et Céline auront effectivement l'occasion de pouvoir en débattre, en discuter, répondre à toutes vos questions en direct le 6 juin à Lyon. Donc pareil, vous recevrez avec le replay tout à l'heure le lien pour pouvoir vous inscrire. Est-ce que Yann, Céline, Pauline, vous voulez ajouter un mot, partager un mot de la fin à tous ceux qui nous ont suivis et qu'on remercie évidemment. Alors, pour se mettre dans l'ambiance des Hack for Skills Day, on avait un très bel écho autour de toi. Cathédrale. Ravi voilà d'avoir répondu à ce challenge et puis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à tous ces sujets qui nous passionnent et qui nous occupent au quotidien. Top. Pauline. Merci, voilà, et un grand merci à Pauline de s'être prêtée au jeu aussi, ce qui n'était pas forcément très confortable, mais voilà, c'était un plaisir de le faire en direct en tout cas. Bon, moi j'ai été ravie de participer et puis surtout on se rend finalement compte également avec l'intervention de Laure tout à l'heure que quelle que soit la taille de l'entreprise, on est quand même tous confrontés à peu près aux mêmes problématiques côté RH et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de solutions pour être accompagné correctement, dont celle dont on a parlé aujourd'hui. Merci encore Pauline pour l'engagement. Je suis en demi-sort. Yann moi, juste vous dire de venir nombreuses et nombreux lors des Hack for Skills Days du mois de juin, puisqu'effectivement, on aura l'occasion d'approfondir encore ce type de sujet. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent poursuivre l'échange sur des sujets expérientiels, évidemment, je suis disponible. Contact LinkedIn ou contact via Laure. Vous n'hésitez pas si vous souhaitez poursuivre l'échange de manière plus confidentielle sur le partage d'expérience. Évidemment, je suis disponible. Parfait. Merci encore beaucoup à tous les deux et alors qu'à nous quitter. Merci à toi Céline pour ce nouveau talk inédit et un challenge, un format relevé avec brio. On vous souhaite à tous très belle journée. Merci à tous de nous avoir suivis et au plaisir de nos prochains échanges. À bientôt.